Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 14e webinaire consacré au logiciel Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Je suis François Augière et je serai aidé par mon collègue Guillaume Chazal qui répondra à vos questions tout le long de la présentation. Le sujet d'aujourd'hui sera donc les charges roulantes. Alors tout d'abord, nous souhaiterions vous rappeler deux choses. La première est que les liens de téléchargement des enregistrements de nos précédentes sessions ainsi que des présentations PowerPoint associées sont disponibles en téléchargement sur notre forum, ainsi que sur cette diapositive. La seconde concerne l'annonce de ces sessions qui est réalisée via des invitations email sur nos forums, blogs et réseaux sociaux. Pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas le principe des webinaires, nous souhaitions également rappeler quelques points essentiels. Donc ces sessions de webinaires ont pour but de traiter un sujet particulier, orienté support, c'est-à-dire dans l'optique d'apporter une ou des solutions aux problèmes et questions les plus récurrentes sur le sujet. Ces sessions sont composées d'une phase de présentation d'une durée de 20 à 40 minutes, pendant laquelle vous pourrez à tout moment poser vos questions via le panneau questions de GoToWebinar, qui est l'application. Une fois la présentation terminée, le reste de l'heure est consacré à répondre à vos questions. Dans cette diapositive, nous avons regroupé les liens vers les ressources les plus couramment consultées, comme la page du forum dédiée aux articles techniques, la page contenant des outils additionnels à ajouter à robot, et la page de la boîte à idées dans laquelle vous pourrez exprimer en français ou en anglais vos demandes de développement. Enfin, la page dédiée aux commentaires des webinaires auxquels vous avez assisté et qui contient entre autres les réponses à l'ensemble des questions posées durant les sessions. Nous profitons également de l'occasion pour rappeler à ceux qui ne le sauraient pas encore la sortie de Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2017, ça date du mois d'avril, ainsi que du service pack de cette même version. Les nouveautés sont décrites sur une page dédiée du forum, dont le lien est fourni sur cette diapositive. Et le second lien vous renverra vers la page décrivant les corrections apportées par le Service Pack 1 de cette version. Dans ce webinaire, nous allons présenter les charges roulantes disponibles dans Robot. Nous rappellerons donc dans un premier temps de quoi il s'agit exactement. Puis nous verrons à travers une succession d'exemples comment définir un cas de charge roulante, comment gérer la façon dont ils se combinent, quels sont les résultats disponibles et comment les exploiter. Et enfin, nous vous donnerons quelques conseils afin d'éviter les soucis les plus fréquemment rencontrés. Le prochain webinaire sera consacré, lui, à l'utilisation de robots pour le calcul des passerelles selon le guide du CETRA. Donc, le but d'un cas de charge roulante, c'est de modéliser de façon automatique le déplacement de charges prédéfinies sur une route qu'on saisira aussi. On aura au final un cas de charge contenant un certain nombre de différentes positions de ce chargement. L'intérêt principal étant de ne pas avoir à générer manuellement tous ces chargements un à un. C'est particulièrement utile pour la génération de ponts roulants, le passage de convois ou de trains sur des ouvrages d'art, etc. Donc l'option charge roulante est accessible via le menu déroulant chargement, autre charge roulante, ou bien encore via l'icône qui représente un petit camion dans la barre d'outils d'icônes à droite de l'écran quand on est dans le bureau chargement, comme on voit ici. Tout se fait à partir de la boîte de dialogue des charges roulantes elles-mêmes, qu'on voit ici sur la droite de l'écran, que ce soit la création du cas lui-même ou tout ce qu'il contient. Alors, en premier lieu, donc on prend la boîte de dialogue à peu près dans l'ordre du haut vers le bas. En premier lieu, il faut définir le convoi, c'est-à-dire comment est constitué l'ensemble des charges qui se déplaceront. On clique sur l'icône Nouveau convoi et on peut par exemple choisir un convoi existant déjà dans un catalogue, comme on le voit ici par la liste déroulante nom du convoi. Le choix du catalogue de convoi vers lequel on pointe, on peut le choisir dans les listes déroulantes norme catalogue qui est juste en dessus, comme montré ici. Se fait dans les préférences de la tâche, catalogue, charge par convoi, comme on voit sur la droite de ce slide.
On peut aussi bien sûr définir entièrement un tout nouveau convoi par le bouton nouveau qu'on voit sur cette diapositive. Alors on donne tout d'abord en premier lieu un nom au convoi qu'on va créer, puis on va choisir le type de convoi qu'on va définir. Donc le convoi peut tout d'abord être du type convoi symétrique. C'est en fait un convoi qui est constitué de paires de charges, concentrées, linéaires, surfaciques, de part et d'autre d'un axe de symétrie qui est donc l'axe central longitudinal du convoi. La définition des charges dans ce type de convoi est limitée à la direction perpendiculaire à la fenêtre de vue du convoi montrée sur cette diapositive. Et si les composantes horizontales ou inclinées doivent être utilisées lors du déplacement du convoi, nous verrons plus loin comment le faire en utilisant les facteurs d'échelle des paramètres de la route. Dans la plupart des cas, c'est ce type de convoi, les convois symétriques, qu'on va utiliser. On peut même créer par ce biais des convois en 2D. À ce moment-là, il faudra rentrer une valeur d'écartement transversal S une valeur de 0. Donc pour les charges du convoi, c'est très simple. Donc pour les charges concentrées, on rentre F, la valeur de la charge, en fait d'une des deux charges, parce que donc c'est un convoi symétrique. X, c'est la coordonnée longitudinale, dans le sens du convoi, de la route, et S, l'écartement de la paire de charges. Pour les charges linéaires, on saisit Q, la valeur par unité de longueur de la charge, X, la coordonnée longitudinale, S, l'écartement transversal, et dx ou dy, la longueur de la charge linéaire, selon si la charge linéaire est perpendiculaire ou parallèle à l'axe longitudinal. Pour les charges surfaciques, on saisit P, la valeur de la charge par unité de surface, X toujours la coordonnée longitudinale, S l'écartement transversal, et dx et dy qui sont les longueurs des côtés du rectangle de charge, selon la direction parallèle et perpendiculaire à l'axe longitudinal du convoi. Que ce soit pour les charges concentrées linéaires ou surfaciques, on rend toujours une valeur de charge positive. On verra plus loin comment définir un sens. Et comme je l'ai dit, on peut aussi utiliser le convoi de type symétrique pour saisir un convoi 2D avec un écartement S qu'on mettrait égal à 0, par exemple pour charger une structure 2D de type portique-plan. Ensuite, on peut aussi définir un type de convoi arbitraire. Donc là, plus de symétrie de chargement. Les charges concentrées linéaires surfaciques sont des charges situées en un point quelconque, comme on peut le voir sur la visualisation du convoi sur cette diapositive. Et il est aussi possible pour ce type de convoi, contrairement au convoi symétrique, de créer des charges à composantes horizontales. Ce type de convoi est d'ailleurs bien moins fréquemment utilisé que les convois symétriques. Là aussi, on peut définir des charges concentrées, linéaires et surfaciques de façon très similaire aux convois similaires. On voit juste que ici, on peut rentrer des composantes, 3 composantes pour les forces concentrées. Pareil pour les charges surfaciques, de façon très similaire aux convois symétriques. Donc une fois que le convoi est défini, on descend toujours dans la boîte de dialogue, défini ou choisi, le convoi dans une base de données. Nous allons donc passer à la définition de la route. La route, c'est le trajet que va suivre le convoi, ou plus exactement que le point x égale 0 du convoi va suivre. En cliquant sur le bouton définir, on va pouvoir saisir soit une ligne, c'est-à-dire une route rectiligne entre 2 points, soit une polyligne, donc des points multiples. Éventuellement, c'est ce qu'on va utiliser pour définir une route courbe. À noter que le numéro de l'objet se renseigne automatiquement dans le champ route polyligne, ici, c'est ce qu'il attend. Lorsqu'on clique le deuxième point de la ligne, lorsqu'on a utilisé une ligne pour définir la route, ou quand on reclique le dernier point saisi dans le cas d'une polyligne. La route peut éventuellement aller au-delà des limites de la structure, par exemple avec un pont où on veut que les charges du convoi entrent une par une sur l'ouvrage, et pareil pour la sortie des charges de l'ouvrage à l'autre extrémité de la route. Dans le cas d'un pont roulant, dans une nef de bâtiment industriel, on définit le pont par un convoi symétrique avec S égale à la distance entre les deux chemins de roulement. La route sera au même Z que les barres représentant ces chemins de roulement, mais en quelque sorte en l'air, non connecté à la structure, la route, et à mi-distance entre les deux fils de barres.
On peut avoir un aperçu de ce que cela donne en bas à droite de cette diapositive. Donc là, les barres qui sont les chemins de roulement et ici la route. Le convoi défini va donc suivre la route et on réglera avec le champ pas ici tous les combien on veut que le logiciel génère une position de ce convoi sur la route. Attention avec les routes de grande longueur à ne pas donner un pas trop petit, ce qui générera un grand nombre de positions. On verra plus tard pourquoi en abordant les combinaisons d'actions. Le vecteur qui est ici saisi dans le champ direction de la charge donne la direction dans laquelle les charges du convoi symétrique s'appliquent, puisque les valeurs de charge qu'on rentre pour F, Q et P sont positives. Bien évidemment, la valeur 0, 0, moins 1 est la valeur par défaut, correspondant à la direction globale moins Z, la gravité. Il est conseillé de laisser ce vecteur à cette valeur par défaut et d'utiliser les facteurs d'échelle des paramètres de la route pour obtenir les charges projetées souhaitées. On verra ça un peu plus loin. Alors, en cliquant sur le bouton paramètres, on accède aux paramètres de la route. Le principal intérêt des paramètres de la route est de pouvoir définir des coefficients basés sur les charges saisies dans la définition du convoi pour générer des charges horizontales additionnelles. Ça ne peut s'appliquer que si on a défini un convoi symétrique. Donc le nom de ces coefficients est somme toute assez logique. D pour la droite du convoi, dans le sens de sa marche. G pour côté gauche. V pour vertical. VD et VG sont donc à 1 par défaut, pour que ça corresponde exactement aux charges verticales qui ont été définies dans le convoi. H pour horizontal, donc c'est les forces horizontales perpendiculaires à la route, côté droit pour HD et côté gauche pour HG. Enfin, on a L pour longitudinal, enfin horizontal et longitudinal, LD côté droit et LG côté gauche. C'est par exemple avec LD et LG qu'on modélisera des forces de freinage. On peut aussi appliquer un angle gamma qui fonctionne exactement de la même manière que l'angle gamma qu'on peut appliquer sur les sections des barres. À noter qu'on a dans ce tableau autant de lignes que de tronçons définis dans la route. Donc on aura plusieurs lignes quand la route a été définie par une polyligne. Voyons maintenant un petit schéma pour symboliser tout ça. Donc à droite, un convoi tel qu'il a été défini, et sur la gauche, le même convoi, une fois coefficienté par les coefficients d'échelle des paramètres de la route. Donc on voit en bleu, par exemple, l'influence des coefficients HD, et en rouge, l'influence des coefficients LG. Je vous invite aussi à chercher, à regarder ça dans l'aide de robot, la partie consacrée aux charges roulantes est particulièrement détaillée. Donc cette boîte de dialogue des paramètres de la route contient aussi d'autres options. On peut forcer le convoi à être tout entier au début et à la fin de la route. Cela réduira le nombre de positions totales spécifiées, qu'on a spécifié indirectement via le champ pas. Je rappelle que le nombre de positions totales, c'est égal à la longueur de la route divisée par la valeur qu'on a rentrée dans le pas. Lors de l'utilisation d'une polyligne pour définir la route, on pourra aussi augmenter le nombre de positions totales en forçant le convoi à avoir une position additionnelle à chaque changement de tronçon de la polyligne. Enfin, lorsque les charges du convoi ne passent pas exactement sur les barres à charger, on pourra décider que l'excentrement d'une charge avec une barre génère sur celle-ci un moment additionnel de valeur de la charge multipliée par la valeur de l'excentrement. On pourra pour cela se servir de la valeur de tolérance pour régler l'apparition ou pas de ce moment supplémentaire. Là encore, je vous ai mis sous le mot tolérance le lien vers l'aide de robot qui détaille cela de manière tout à fait claire. La partie basse de la boîte de dialogue des charges roulantes traite du plan d'application. Alors le plan d'application, c'est la liste des objets qui doivent directement subir en quelque sorte les charges du convoi. Il est par défaut en automatique et le logiciel essaiera donc de déterminer cette liste lui-même. Alors il existe une autre possibilité, c'est prendre en compte les dimensions du convoi. La case à coche qu'on voit là. Si on a spécifié les dimensions B, qui est la largeur du convoi, D1, la distance entre le bord avant du convoi et les charges avant, et D2, la distance entre le bord arrière du convoi et les charges arrière. Si on a défini ça dans la définition du convoi, comme on voit
comme on voit ici, dans le bas de la boîte de dialogue de définition des convois. Alors, quand on coche cette option, le logiciel se servira de ces informations pour déterminer la liste des objets à charger. Toutefois, selon la complexité de la définition du convoi et de la géométrie de la structure, nous vous conseillons plutôt de choisir l'option sélectionner en donnant vous-même cette liste des objets à charger. Enfin, l'option prendre en compte le contour de la dalle vous permet de créer un contour par un objet contour, hors duquel les objets ne seront pas chargés par le passage du convoi. Donc les cas de charge roulantes sont des cas de charge particuliers, en ce sens qu'un seul cas de charge roulante contient X composantes, qui sont les X différentes positions du convoi au long de la route. Cela en fait un cas complexe ou composé, au même titre que par exemple les cas de pondération. Tout se génère pendant la génération du modèle, en début de calcul. À l'issue de celui-ci, 2 cas supplémentaires seront créés. Le cas roulante plus, si on appelait notre cas de charge roulante plus et roulante moins, de façon à pouvoir gérer plus facilement l'enveloppe supérieure et inférieure de l'ensemble des positions. En sélectionnant le cas de charge roulante tout court, on pourra cliquer sur l'icône qui est entourée ici sur la droite, sélectionner composante du cas, afin de pouvoir faire défiler toutes les composantes ou en sélectionner une seule. On pourra aussi, par la même boîte de dialogue, convertir une composante particulière, donc une position du convoi, en cas de charge à part entière, pour par exemple pouvoir visualiser les charges de ce cas, enfin de cette position, dans le tableau chargement, ce qui n'est pas le cas si la composante n'est pas convertie en cas. Comme on vient de le voir, on peut sélectionner facilement une des positions d'un convoi d'un cas de charge roulante, mais on peut aussi afficher cette position de convoi, car par défaut, les convois de charge roulante ne sont pas considérés comme des charges classiques. Il y a donc un attribut d'affichage qui lui est dédié. Il faut cocher dans les attributs d'affichage charge roulante convoi sous la section charge, comme on le voit sur cette diapositive. À noter que pour une structure à barre, il pourrait être intéressant aussi de cocher force génère automatiquement, qu'on voit de ligne plus bas, pour voir exactement ce que chaque position du convoi génère effectivement sur les barres. Alors je vais vous montrer tout ça dans un petit exemple sous robot. Voilà. Donc c'est un exemple à barre d'une passerelle ou d'un ouvrage. Alors si vous demandez ce que ce sont les petites lignes verticales, en fait ce sont des liaisons rigides. Quand on fait apparaître les sections, on voit qu'en fait tout ça c'est supporté par des PRS, et donc quelque part le tablier est relié à l'axe central des PRS par des liaisons rigides. Voilà. Donc on va aller définir un cas de charge roulante. Donc, je vais me mettre dans un plan pour pouvoir plus facilement créer ma route. Donc on a vu pour l'instant il y a 3 cas de charge simplement sur ce truc. Donc chargement, autre charge, roulante. Donc je donne un nom à mon cas de charge en premier lieu. Ensuite je vais aller définir la route. Donc mon ouvrage est courbe, donc je vais utiliser une polyligne. Je vais m'accrocher ici. Voilà. Là, j'ai pas fini de cliquer. Vous voyez qu'il y a le trait de pointillé de la polyligne qui continue derrière. Vous voyez que le champ route polyligne n'est pas renseigné. Quand je vais cliquer une deuxième fois sur la dernière position, le champ va se renseigner automatiquement avec le numéro de la polyligne. Donc, si on zoome un petit peu ici, on voit que si vous regardez ici, tout en bas à droite, on voit la longueur des barres sur laquelle je passe. On voit que l'écartement de mes rails fait 2,75. Donc j'ai un convoi que j'ai déjà préparé, donc qui est constitué de 2 forces concentrées, 3 paires de charges concentrées, avec un écartement S de 2,75. Donc c'est le convoi que je sélectionne ici. Mon nom est donné. Ma polyligne est là, je laisse le pas par défaut de 1, la direction de la charge à S par défaut, je laisse le plan d'application en automatique,
j'applique pour créer mon cas de charge. Et je lance le calcul. On voit qu'en première partie de calcul, il génère les charges roulantes. La stabilité, on va la passer. Voilà, je ferme ça. Et donc, on voit que le logiciel a créé le cas roulante et les deux cas des enveloppes des positions, roulante plus et roulante moins. Si je sélectionne mon cas roulante, je vois ma route. Je vais me remettre en 3D. Voilà. Et donc, si je vais maintenant visualiser avec les attributs d'affichage mon convoi, voilà, le convoi de mes charges. Comme on a dit, en cliquant sur sélectionner composante du cas, je peux faire défiler mon convoi et les positions de mon convoi. Voilà. Mon cas est donc généré. Par contre, si j'affiche les forces générées automatiquement, donc qui sont différentes et peuvent être différentes, disons, du convoi pur. Le convoi est celui qui se déplace et qui génère des charges sur les éléments. Si j'applique comme ça, voilà. Alors, on va utiliser cette case à coche, mettre les symboles tous à la même échelle. Et là, on voit que en fait, les forces générées sont bien différentes de mon convoi. Voilà. Donc, ce qu'on va aller faire, on va aller éditer le cas de charge roulante. Hop, je vais pousser ça. Donc, j'ouvre la boîte de dialogue des charges. Je double-clique là dans la boîte de dialogue cas de charge sur mon cas de charge roulante. Voilà. Et je vais aller lui spécifier, plutôt que de le laisser en automatique, je vais aller lui spécifier une liste de barres à charger. Donc ici, je vois que mes rails sont des HEA de 100. Je vais aller les sélectionner. Hop, voilà, je ferme, je me mets ici en automatique. Ma liste, ma sélection se met là automatiquement. Et j'applique pour appliquer à cette liste de barres. Je relance le calcul. Toujours en génération des charges roulantes dans un premier lieu. Voilà. Et là, je vois que c'est toujours pas ça. Alors, il faut se rappeler que j'ai mis à la même échelle que... Donc, voilà. On voit qu'en fait, en réalité, c'est parce qu'il amplifie et il met tout au même, on va dire, coefficient d'affichage, les charges. On voit qu'en fait, les charges qui sont générées correspondent pas tout à fait. On voit ces petits triangles de charges, là, sur les petits tronçons de barre, correspondent pas tout à fait au convoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va de nouveau éditer notre cas de charge roulante. Voilà. Et ce coup-ci, on va aller dans les paramètres de la route et on va aller lui changer. On voit que la tolérance est par défaut à 10-9. Ce qui se passe, c'est que sur une structure, là j'ai spécifié la liste des barres à charger, mais sur une structure qui a des petites imprécisions, parce que toutes les barres d'écartement, on va dire, ne faisaient pas 2,75 m. Du coup, le logiciel cherche à charger ces barres, mais avec l'approximation. Donc, on va en fait lui donner un petit peu plus de tolérance. Voilà, je le valide comme ça. Si je recalcule encore une fois, je vois que là, hop, je vois que là, j'ai exactement mon convoi qui passe sur, même si je vais afficher ça, vous voyez que j'ai bien exactement mon convoi qui passe sur mes barres. Voilà, tac, tac.
Et donc, ce que je peux vous montrer aussi, c'est la façon dont on peut, toujours avec les paramètres de la route, donc je retourne dans mon cas, paramètres, toujours avec les paramètres de la route, parce qu'on voit que, je vous ai pas montré, ici, en fin de route, on voit que on a le convoi qui sort de l'ouvrage. Si je veux laisser le convoi dans l'ouvrage, donc je le fais avec les paramètres de la route, je coche limitation de la route au début, limitation du convoi, la position du convoi. Alors on voit que j'avais 59 positions, hein. Donc là j'ai coché ces deux options, j'applique, je recalcule. On voit d'ailleurs que depuis que j'ai corrigé la tolérance, le calcul, la partie génération des charges est bien plus rapide. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a maintenant plus que 55 positions et que si je vais au bout de la dernière position, le convoi ne sort pas, ne sort pas de l'emprise de la structure. Il reste en entier sur la route. Ce que je peux vous montrer, dont on a parlé, pour finir avec les paramètres de la route, c'est qu'on peut utiliser les paramètres de la route pour générer des charges horizontales additionnelles. Mettons que en plein milieu de la courbure, ça me génère des forces de friction. Donc là, je vais mettre, normalement, c'est les coefficients partiels des charges définies dans le convoi. Là, pour qu'on voit bien, je vais tout mettre à 1. Et puis, on va dire que en fin de route, le convoi freine. Donc, on va rentrer ici des coefficients. Donc, pour les deux dernières lignes, c'est-à-dire les deux derniers segments de ma route. Je crois que j'ai pas bien sélectionné mon cas. Hop. Voilà. Paramètres. Oui. Donc j'ai dit 5 et 6. Et enfin, en longitudinal pour les deux derniers segments de la route. Voilà. OK. J'applique. Je ferme. Je recalcule. Oui. Et donc, hop, si j'affiche maintenant mon convoi, donc je vois déjà que en fin de route, à partir du moment où on rentre sur les deux derniers segments de la route, on a des forces additionnelles qui sont créées. Alors, vous voyez qu'il y a deux composantes pour ces forces additionnelles, alors que j'ai demandé juste un longitudinal à 1. Mais en fait, on voit que si on se met en dessus de la structure, voilà comme ça, en fait, il y a une composante. Vous voyez la composée qui est décomposée par ces deux forces horizontales, et bien ma force de freinage longitudinale quand je me déplace là-dessus. Et on peut voir, si je reviens aux positions 5, 6, ça doit être par ici, voilà, on voit bien que j'ai mes forces latérales de friction. Et là aussi, on peut voir, on voit peut-être, il y a une composante horizontale, et donc quelque part, la décomposée horizontale est bien perpendiculaire à la route pour une force de friction. Voilà. Donc si je reviens maintenant à ma présentation, tac. Alors, en ce qui concerne les combinaisons d'actions, oui, voilà, ça se met à jour. En ce qui concerne les combinaisons d'actions, lorsqu'un cas de charge roulante est présent sur un modèle, chaque position du convoi sera combinée avec les autres cas de charge du modèle. Cela peut être fait soit avec les combinaisons automatiques, les pondérations, comme on le voit ici sur la droite de l'écran. On voit toutes les composantes du cas de pondération ELU. Le cas de charge 2, là-dedans, donc c'est mon cas de charge roulante. La composée, donc vous voyez, 2-1, ça veut dire que c'est la première position de ma charge roulante, 2-2, la deuxième position, 2-3, etc. Donc chaque position est combinée. Donc cela s'effectue aussi avec les combinaisons manuelles.
Le cas de charge roulante déclaré dans la combinaison manuelle étant un cas de, comment l'expliquer, un cas de charge composé de X positions de convoi, la combinaison ainsi créée devient aussi une combinaison complexe. On peut voir ici à gauche, sur la capture de gauche, qu'en sélectionnant la combinaison comb 1, qui porte le numéro 21, sur cet exemple, cela fait apparaître dans le tableau des combinaisons toutes les sous-composantes qui sont en fait exactement comme on avait des composantes pour les pondérations, avec les positions, là aussi, de 1, de 2, troisième position de mon convoi. Donc ça fait apparaître tout ça dans le tableau, et ça crée aussi, comme la combinaison devient une combinaison complexe, deux cas, comb 1 plus et comb 1 moins, pour gérer plus facilement les enveloppes supérieures et inférieures de cet ensemble de sous-composantes. Par contre, si le calcul est un calcul non linéaire, le cas de charge roulante ne pourra pas être utilisé de la même manière dans les combinaisons. Il faudra dans un premier temps convertir en cas de charge simple l'ensemble des positions contenues dans le cas de charge roulante. Cela se fait un peu de la même manière qu'on a vu avant comment convertir une position en un cas. Donc on sélectionne le cas de charge roulante, on clique sur le bouton sélectionner composante du cas. Sauf qu'on coche ensuite la petite case à coche devant le bouton créer à partir d'une composante du cas, ce qui transforme le bouton en toutes les composantes, et on clique dessus et donc ça va générer toutes les composantes du cas, toutes les positions en tant que cas séparés les uns des autres. Une fois toutes les positions converties, on est prévenu par un message quand il y a beaucoup de positions, quand c'est fini. Il faut aller dans le générateur de combinaisons. Donc menu déroulant, chargement, combinaison automatique, combinaison manuelle, génération, comme on le voit là. À l'onglet groupe, et on créera en sélectionnant la nature exploitation un groupe contenant tous les cas de position issus de la conversion, et on leur attribuera l'opérateur, on attribuera à ce groupe l'opérateur ou exclusif pour que chaque position apparaisse une seule fois. Le convoi peut apparaître à plusieurs positions en même temps. S'assurer ensuite à l'onglet relations que pour la nature exploitation, ce groupe de cas est bien inclus à droite dans la partie relations. Puis cliquer sur le bouton suivant pour que le logiciel nous montre toutes les combinaisons qu'il va générer. Il suffira alors de les cocher avec ce bouton. Et cliquer sur générer pour que le logiciel génère toutes les combinaisons. Et donc en non linéaire, les combinaisons sont calculées comme un cas de charge en tant que tel. Si on regarde ça en revenant sur notre exemple, hop, hop. Donc, tac. Je vais créer, donc pour l'instant, j'ai juste mes 3 cas statiques, mon cas roulant et mes 2 cas enveloppe pour le cas roulant. Je vais dans chargement, combinaison manuelle. Je vais créer une nouvelle combinaison. Je vais prendre, mettons, tac, tac. Je prends mon cas roulant, hop, appliquer, voilà. Je recalcule. Ok. Alors, la première chose qu'il est intéressant de voir, c'est si on regarde les cas de charge, on voit en fait en guise de combinaison que j'ai 4 lignes. Donc on a parlé des deux composantes plus qu'on moins, et on a 2 combinaisons. La combinaison 8 qu'on ne voit pas ici dans les sélections des cas de charge, et la combinaison 9. En fait, la combinaison 8, c'est celle, si je vais dans le tableau des combinaisons, voilà, la combinaison 8, c'est celle que j'ai créée, ou sur lequel il y a mes relations avec mes coefficients, etc. Et la combinaison 9 est en fait celle que le logiciel a générée en tant que combinaison complexe. Donc quand je sélectionne cette combinaison, je peux retourner dans le tableau des combinaisons. Hop. Et là, en fait, pour afficher toutes les composantes qui se trouvent sous cette combinaison, il faut aller cocher ici composants des pondérations. Et là, on voit donc mon cas de charge roulante avec toutes ces composantes et pris dans ma combinaison. Alors, on pourrait aussi utiliser, là on est en linéaire, on pourrait utiliser bien sûr les pondérations. Donc, alors je vais supprimer ça. La combinaison que j'ai créée, la 8, si je la supprime, vous allez voir que voilà, ça supprime toutes
tous les cas qui étaient en fait liés à la même combinaison. C'était une seule et même combinaison. Si on va donc dans les combinaisons automatiques, combinaison automatique complète, hop, je vais simplifier un peu les combinaisons qu'il va me générer. À l'onglet cas, tout est coché. Je vais à l'onglet relations, je charge mes permanentes, mon cas d'exploitation, je génère. On sait que les pondérations sont générées en fin de calcul, donc je relance le calcul. Et là, quand je vais dans le tableau des combinaisons, vous voyez mes combinaisons ELU avec toutes leurs composantes ont bien été générées. Imaginons maintenant que on soit, alors je vais supprimer ça, nettoyer un peu. Hop. Imaginons qu'on soit en non linéaire. Donc comme je l'ai dit à ce moment-là, bon, alors là je vais pas le faire sur l'ensemble de positions pour pas trop surcharger. Je vais juste convertir. Donc normalement il faudrait faire comme ça, cliquer toutes les composantes, ça me créerait chaque position serait un cas séparé. Là je vais juste en prendre quelques-unes. Celle-là, juste pour vous montrer. Hop, au pif. Tac. Voilà, j'ai converti 4 positions. Je les vois d'ailleurs apparaître ici, vous voyez, la position 8, position 19, position 31, position 46 de mon cas roulant 4. Et ensuite, donc, on va dans le générateur de combinaison, donc chargement, combinaison automatique, combinaison manuelle génération. Là, on décoche le cas. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre les cas, les positions qui ont été converties en cas. Je vais à l'onglet groupe, prendre la nature exploitation. Je vais créer un nouveau groupe avec juste les positions. Je vais lui mettre la nature ou exclusif. Je vais dans mes relations, j'ai mes charges permanentes. Cas d'exploitation, ce qui m'intéresse, c'est de prendre mon cas où j'ai toutes mes positions. Bon, là, il y en a 4, mais il y aurait toute une liste. Hein. Hop. Suivant, il va me montrer toutes les combinaisons qu'il va générer. Je peux cocher toutes, les générer, et ensuite recalculer ma structure, vu qu'en non linéaire. Voilà. Donc, je reviens à la présentation. Hop. Voilà. Diapositive suivante. Une fois combiné ou pondéré, le cas de charge roulante est un cas comme les autres d'un point de vue résultat. On aura sous l'effet des différentes positions du convoi, des efforts, des déplacements, contraintes, tractions, etc. Par contre, si on s'intéresse au cas de charge roulante hors combinaison, il y a alors un type de résultat particulier aux charges roulantes. Enfin, il s'agit plutôt d'une manière particulière d'afficher les résultats. Ce sont les lignes d'influence. Cela permet d'afficher sous forme de diagramme des variations de résultats sur un objet sélectionné en fonction de la position du convoi du cas de charge roulante. Cette fonction se trouve par le menu déroulant Résultats, Avancée, Ligne d'influence. On voit par exemple ici sur cette capture qu'on affiche le diagramme de variation de la valeur de réaction FZ au nœud 2256 dans un domaine, donc ça c'est les positions de mon convoi, il y a 13 positions donc, qui sont ici en abscisse sur ce diagramme. Donc on voit qu'en fonction de la position, ma réaction à ce nœud-là, à ce nœud d'appui-là, varie. Donc le type de résultat qui peut être affiché par les diagrammes de variation des lignes d'influence sont donc des efforts internes dans les barres, depuis l'onglet NTM, là comme la première boîte de dialogue qu'on voit ici à gauche, ça vient de s'afficher, où on sélectionne le ou les efforts affichés et on donne un numéro de barre ainsi qu'une coordonnée relative sur cette barre. On peut afficher aussi par l'onglet nœud ici des résultats pour les nœuds évidemment. Donc on sélectionne un résultat de déplacement ou de réaction affichée et on spécifie le numéro de nœud pour lequel on va afficher ce résultat, enfin ce diagramme de variation. Et enfin, on peut afficher des résultats éléments finis depuis les onglets détaillés, extrêmes ou composés. On spécifie dans le champ élément un numéro d'élément fini
et on sélectionne le type de résultat qu'on veut afficher. Comme je l'ai dit, avec le champ domaine, on peut éventuellement réduire l'affichage du diagramme à une plage de position du convoi plutôt qu'à l'ensemble des positions. Si on a 250 positions, on veut pouvoir peut-être regarder plus en détail à un endroit, enfin selon une position de convoi. Donc qui sont les positions sont l'abscisse sur mon diagramme. Donc je vais vous montrer ça rapidement sur un petit exemple. Voilà, donc j'ai un petit ouvrage élément fini. Si je sélectionne mon véhicule, attribut d'affichage, je vais aller afficher le convoi. On voit que c'est un jeu de force concentrée. Alors on a dit qu'on pouvait afficher les résultats graphiquement en allant sélectionner une composante une position, plus exactement du cas de charge. Donc on va prendre par exemple les cartographies. Je veux afficher, alors je vais prendre une direction cartésienne selon Y et je vais afficher le moment ici. Hop, appliquer. Donc j'affiche ici ma cartographie des moments qui courent le long de l'axe des Y globaux sur cet ouvrage et on voit que en fonction de la position du convoi, il m'affiche les cartographies correspondantes. Donc ça c'est une façon d'afficher les résultats en allant sélectionner la composante et on a donc ce qu'on vient de décrire dans résultats avancés ligne d'influence où on peut aller afficher mettons un résultat élément fini, hop, direction, hop, de résultat selon l'axe Y, je vais faire le même type de résultat, hop, et je veux sélectionner l'élément fini numéro 257, il est là, en plein milieu, enfin en plein milieu du déplacement du convoi, donc élément 257, j'applique, voilà, donc la variation de mon moment en fonction de la position du convoi. Donc on regarde toujours le résultat au même endroit et on regarde comment ce résultat varie selon la position du convoi. On voit que le résultat sur cet endroit-là est plus important à la position 29 par exemple. On peut aller afficher un autre type de résultat. Je sais pas, on peut aller. Alors je vais fermer ça. On voit que ici j'ai des appuis. Je peux aller regarder un résultat par exemple au nœud de réaction FZ à ce nœud 5. Appliquer. Voilà le diagramme de ma variation de réaction FZ à cet appui en fonction de la position de mon convoi. Je voulais vous montrer aussi que comme on a pu afficher tout à l'heure, alors hop, diagramme des moments 257 appliqué. Donc on voit que là le moment maxi il est à 30 et quelques kN par mètre. J'ai une combinaison qui a été créée qui englobe ce cas de charge roulante. C'est cette combinaison là. Comme la combinaison est une combinaison complète, je peux aussi utiliser cet affichage de diagramme pour afficher les résultats là-dessus. Donc si je rapplique là-dessus, on voit que en fait la courbe a un petit peu la même allure avec les espèces de deux pointes, mais c'est plus estompé et puis que les valeurs sont bien plus importantes parce que j'ai des charges permanentes qui sont prises en compte en plus des différentes positions de mon convoi. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer là-dessus. On revient à la présentation. Hop.
Si on passe au diagramme suivant. Alors, il existe un autre type de résultat dans Robot qui est similaire aux lignes d'influence, mais qui est dédié aux structures de type plaque et coque. Il s'agit des surfaces d'influence. En fait, ce type de résultat n'est pas par contre directement lié aux charges roulantes, mais qu'on étudie ici, mais on pensait que ça valait le coup de montrer cette fonctionnalité parce que ça peut être dans la forme assez proche. Donc les surfaces d'influence se présentent sous la forme d'un diagramme surfacique qui décrit la relation entre une certaine valeur résultante, par exemple un effort ou le déplacement d'un point donné, et la position d'une charge unitaire ayant généré ce résultat. Donc la valeur de la surface d'influence en n'importe quel point de la surface est égale à la valeur du résultat sélectionné si la charge unitaire est positionnée à ce point. Donc les cartographies en couleur indiquent les zones dans lesquelles la surface d'influence prend des valeurs positives ou négatives. Grâce à cela, il est possible de définir la position des charges surfaciques qui produisent l'effet le plus défavorable pour la valeur résultante qu'on observe. On peut voir ici que l'option se trouve ce coup-ci dans déroulant chargement, autre charge, surface d'influence. Donc si on regarde un petit peu sur cette diapositive à quoi ça ressemble, donc ici on veut afficher les surfaces d'influence pour l'ensemble de la structure, donc tous les panneaux, d'où la lettre T ici qu'on a mis dans la boîte de dialogue des surfaces d'influence. Ensuite, on sélectionne les valeurs dont on souhaite afficher la surface d'influence par le bouton Ajouter, qui ouvre la boîte de dialogue de gauche. Ici, on a choisi de n'afficher qu'une seule surface d'influence. La valeur qu'on a sélectionnée, c'est la réaction MY au nœud d'appui 38. Nœud d'appui 38, MY, réaction. Le nœud d'appui 38 il se situe ici. Une fois toutes les surfaces d'influence affichées dans la boîte de dialogue du milieu, on clique sur le bouton Générer. Le logiciel relance alors un petit calcul. À l'issue de celui-ci, la boîte de dialogue de droite apparaît et on peut cocher positive et ou négative. Dans cet exemple, on voit donc qu'on obtiendra une réaction MY négative au nœud 38, toujours mon nœud d'appui en haut, si on charge les travées 1 et 3 avec une valeur absolue de cette réaction MY au nœud 38 plus importante si on charge le milieu de la travée 1 que la travée 3. Et une réaction MY positive toujours au nœud 38 si on charge la travée 2. Donc ici, dans cet exemple, le résultat est assez simple et intuitif, mais dans des cas de géométrie plus complexes, ce type de résultat de surface d'influence peut s'avérer très utile. Alors si je vous montre un petit exemple dans Robot. Voilà, j'ai ma petite structure. Donc, menu déroulant chargement, autre charge, surface d'influence. Donc ici, je vais sélectionner mes 3 numéros de panneau, 1, 2, 3. J'ajoute, j'ai la boîte de dialogue qui me demande quelle valeur je veux observer. Donc, on va refaire la même. La réaction MY au nœud, ici, 38. Là. Appliquer. Je vais vous montrer qu'on peut en afficher plusieurs dans la boîte de dialogue. Par exemple, je vais regarder ce qui se passe à l'appui 4, mettons, pour les réactions FZ. Appliquer. Je ferme. Ici, je clique sur le bouton Générer et on lance un petit calcul. Et à l'issue du calcul, j'ai cette boîte de dialogue. Donc je vais afficher mes surfaces d'influence positives et négatives. Appliquer. Je vais enlever l'aperçu des panneaux. Voilà. Donc on voit exactement le diagramme le diagramme surfacique qu'on obtenait tout à l'heure, que je vous ai montré sur la capture d'écran. Donc là, comme j'ai dit, c'était assez évident, mais juste même sur un modèle simple comme celui-là, si j'affiche la même chose ici, voilà, je vois que pour la réaction FZ à ce nœud d'appui 4, bon, évidemment, j'ai une réaction positive si je viens charger immédiatement ici, mais par exemple, c'est pas évident de
juste en regardant le modèle, de savoir que si on vient charger cette petite partie verte, l'appui 4 va avoir tendance à vouloir se soulever, alors que si on vient charger cette partie-là de la deuxième travée, l'appui 4 ne se soulèvera pas forcément. Voilà, donc pour les structures un peu complexes, pour essayer de comprendre ce qui se passe, où on doit charger pour avoir tel ou tel effet, ça peut être utile. Donc si je reviens à ma présentation. Donc abordons maintenant quelques petites astuces. Il faut savoir que si on veut voir un cas de charge roulante sous forme de tableau, c'est aussi possible. Pas forcément pratique, mais des fois on peut en avoir besoin. Cela se fait par le tableau des combinaisons. En fait, ce tableau a trois fonctions différentes. Il affiche les pondérations automatiques générées, il peut afficher les combinaisons générées, mais aussi afficher le cas de charge roulante lorsqu'un cas de charge roulante bien sûr a été créé sur le modèle. On passe de l'un à l'autre de ces affichages par un clic droit sur le tableau, puis on choisit colonne, et là dans le cas d'une charge roulante, on coche, comme montré ici, on coche charge roulante. Et donc là, on voit chacune des positions avec les charges, etc. On peut aussi d'ailleurs utiliser ce tableau pour sélectionner une position du convoi et la convertir en cas de charge, comme on l'a montré, comme on le faisait avec l'option sélectionner composante du cas. Là, on peut faire un clic droit, convertir en cas une composante, c'est-à-dire une position. On peut aussi avoir une note de calcul qui affiche la constitution du convoi, la définition de la route, les paramètres de la route, etc. On l'obtient tout simplement par le menu déroulant analyse note de calcul, et pour ce qui est du cas roulant, enfin c'est tous les cas qui sont affichés, et pour le cas roulant, on voit le dessin qui représente le convoi avec les forces, etc., les écartements, les distances. On voit quel pas a été défini, la direction de chargement. Ici, c'est une ligne, hein, il y a 2 points, la route est une ligne, et on peut voir aussi éventuellement les paramètres de la route. Donc ça peut être bien à inclure à la note. Lorsqu'on est en train de définir un convoi, si on change d'onglet dans la boîte de dialogue, par exemple de convoi symétrique à convoi arbitraire ou le contraire, et qu'on revient sur le premier onglet, ce qu'on avait pu commencer à y définir est effacé. Donc il faut bien penser à sauvegarder les informations déjà saisies avec le bouton ajouter de la boîte de dialogue, même si la saisie du convoi n'est pas terminée, qu'on veut aller voir qu'est-ce que ça fait à l'autre onglet, etc. Voilà, comme ça au moins on garde ce qu'on a déjà saisi. On a vu en début de présentation qu'on pouvait créer un cas de charge roulante en allant chercher le convoi dans une base de données existante de véhicules. On peut aussi aller créer sa propre base de données de convoi. Dans préférences de la tâche, catalogue, charge par convoi, on clique sur le bouton créer une nouvelle base utilisateur que j'ai entouré sur cette diapositive. On détaille diverses informations du cas comme le nom, la description, etc., les unités qu'on va utiliser. On pourra ensuite, par la boîte de dialogue des charges roulantes, créer de nouveaux convois qu'on ira enregistrer dans cette base. Si toutefois vous avez de très nombreux véhicules à créer dans votre base et dont les définitions sont très proches les unes des autres, nous avons mis en bas de cette diapositive le lien vers un article de notre forum qui détaille la procédure pour dupliquer en éditant le catalogue. Avec un éditeur, les bases de données sont au format XML, donc un éditeur XML. Selon le type de charge présente dans le convoi et le type de structure, ces charges sont pris en compte de façon différente. Pour les structures à barres, les charges concentrées sont bien appliquées aux barres du modèle, on l'a vu. Les charges linéaires, elles, sont remplacées par 10 charges concentrées sur la longueur de la charge linéaire. Voilà. Et les charges surfaciques, par contre, ne sont pas appliquées aux barres pour une structure qui ne serait qu'une structure à barres. Pour les structures éléments finis plus barres, donc coque. Les charges concentrées sont bien appliquées aux barres du modèle et aux éléments finis. Par contre, les charges linéaires, comme les charges surfaciques, sont appliquées aux panneaux éléments finis, mais pas directement aux barres. Après, si les deux sont liés, bien sûr, les efforts internes circuleront, mais voilà. On a vu qu'en présence de plusieurs cas de charge roulantes dans un même modèle,
pour peu que les routes définies soient assez longues et ou que les pas choisis soient assez petits, l'ensemble des positions de chaque convoi vont se combiner entre eux. On aura alors rapidement de très nombreuses composantes de pondération ou combinaison. Voilà. Donc ça, il faut le savoir, et que il y a une limite dans le logiciel qui est réglée par défaut, donc à 64 000 combinaisons ou composantes de pondération. Donc peut-être qu'il sera nécessaire, quand vous avez des routes importantes, plusieurs convois, chaque cas va se combiner avec chaque combinaison, donc ça va vraiment multiplier les choses, et donc il sera peut-être nécessaire d'augmenter cette limite. Donc ça se trouve dans outils, préférences de la tâche, paramètres du travail. Si vous rencontrez des soucis avec la retransmission des charges de convoi, par exemple que les forces générées ou que la somme des réactions soit plus importante que la constitution du convoi pour une position donnée, il se peut, selon la géométrie du modèle, que ce soit à cause de la détection automatique du plan d'application, comme on l'a vu dans le premier exemple. À ce moment-là, privilégiez plutôt la liste manuelle d'objets sur lesquels les charges doivent être appliquées, avec l'option sélectionner comme montré ici. Enfin, lors de l'utilisation de l'affichage de résultats par le biais des diagrammes des lignes d'influence, si le bouton appliqué de la boîte de dialogue reste grisé, c'est que le cas sélectionné n'est pas un cas complexe, enfin, et en l'occurrence pas un cas de charge roulante. Donc bien penser à bien sélectionner le cas avant d'aller dans la boîte de dialogue ligne d'influence. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cette présentation. N'hésitez pas à nous poser vos questions via le panneau dédié dans l'application GoToWebinar. Nous tenterons d'y répondre durant cette session. Ok, alors pour l'instant, on n'a qu'une seule question. Est-il possible de créer plusieurs convois se déplaçant en même temps? Exemple, si j'ai un convoi, alors je lis la question telle qu'elle arrive. Si j'ai un convoi 1 et un convoi 2 et en chacun 10 positions, est-ce qu'il est possible de calculer uniquement lorsque les deux convois sont en même temps à la même position, à la position 1, 2 et 3? Alors, est-il possible de créer plusieurs convois se déplaçant en même temps? Donc ça oui. Ça oui, simplement d'un point de vue la façon dont les cas vont se combiner ensuite, ça va être chaque position d'un convoi. Par exemple, le convoi 1 pourra être, le cas de charge roulante 1 pourra être à la position 1, et puis il sera combiné avec la position 2 du K2, avec la position 3 du K2, avec la position, etc., etc. Après, si ce sont, mettons, des routes parallèles, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est il faut définir qu'un seul convoi, si les convois doivent s'incrémenter en même temps. Pour autant que y ait le même pas, en fait, tout ça constitue qu'un seul cas de charge. On peut très bien imaginer dans le chargement, on a vu qu'on pouvait faire un cas de charge symétrique, où là ce sont des paires à chaque fois de forces concentrées, etc. Mais on peut aussi faire un convoi arbitraire, donc quelconque, qui serait constitué, je sais pas, vous avez deux routes parallèles qui sont même décalées en quinconce, hein, parallèles mais en quinconce. Eh bien, on pourrait imaginer que on gère par un seul convoi les déplacements des charges à deux endroits différents, un étant plus avancé sur la structure que l'autre. Voilà. Mais après, je pense que ça s'arrête là, parce que ça va être très compliqué de décrire. C'est plus au niveau des combinaisons d'actions que ça va se passer, et ça va être rapidement assez compliqué de faire des relations, surtout si on a beaucoup de positions, en disant je veux que ma combinaison 1 de mon convoi 1 se combine avec ma combinaison 2 de mon 4-2, et que ça, et ensuite, je veux que, enfin, vous voyez, ça risque de faire rapidement des formules dans les relations assez compliquées, quoi. Donc, ça peut être fait dans certains cas, pas dans d'autres, pas hyper facilement, quoi. Alors, on a une question concernant l'existence ou non du catalogue Eurocode concernant les véhicules. Donc celui-ci, il existe, il est dans les préférences de l'affaire, il s'appelle Euro. Alors il contiendra peut-être pas tous les véhicules type Eurocode 1, mais après il est possible de le compléter.
comme on l'a vu dans la présentation. Il faut donc aller le sélectionner donc dans Outils, Préférences de la tâche et dans la rubrique Catalogue. Ouais. C'est ce que je vous montre là à l'écran. Ensuite, on a une question, comment créer des excentrements de charge pour induire des moments de torsion dans la barre, donc qui serait le cas d'un chemin de roulement. Ben, on peut très bien créer, euh, euh, mettons un chemin. Si on reprend la nef de bâtiment industriel, donc on a vu qu'on créait la route et qu'on mettait un écartement qui était l'écartement des chemins de roulement. On peut dire que cet écartement S est légèrement inférieur de, je sais pas, de chaque côté quelques centimètres, mettons, du chemin de roulement, et avec l'option qu'on a vu, euh, hop, autre charge roulante, avec l'option qu'on a vue, je n'ai pas défini de route, je vais faire n'importe quoi, tac tac, ok, paramètres. Et avec cette option-là, moment dû à l'excentrement de la force, là, on a mis un écartement qui est voulu euh, moins écarté que les rails pour que le train de charge soit pas pile sur les chemins de roulement. Et à ce moment-là, avec cette option-là et en jouant sur la tolérance, en fonction de la distance qu'on a mis en retrait l'écartement, ça va générer un moment, un espèce de couple à chaque position qui sera de la valeur de la distance de cette force par la force. Alors on a une question concernant la limite du nombre de pondérations, c'est-à-dire est-ce qu'il existe une limite au nombre. En fait, la limite qui a été définie, donc qui est visible, qu'on a vu dans la présentation, donc elle est éditable, donc elle est de 64 000. Elle était valable avant dans les anciennes versions de robots. Maintenant, en théorie, dans les versions récentes, il y a en théorie plus de limite. En pratique, si vous avez, on peut très vite se retrouver dans des situations où on a une structure qui serait plus ou moins complexe avec des millions de combinaisons potentiellement avec des cas de chargement roulant multiples avec des relations un peu particulières et ça devient assez vite ingérable d'un point de vue exploitation des résultats. Donc en théorie, pour répondre à la question, en théorie non, il n'y a plus de limite. Après en pratique, ça peut devenir vite compliqué. Ça, la limite, c'est juste après une question d'exploitabilité des résultats. Qu'en est-il quand on veut afficher des résultats sur une structure déjà complexe où on traîne derrière, je sais pas, 1 million de composantes de pondération. Chaque fois qu'on aura un traitement à faire ou un résultat à garder sur ces pondérations, après, on imagine le temps de traitement, pas forcément le temps du calcul lui-même, mais plutôt le post-traitement derrière pour afficher des résultats sur ce. Là, par exemple, si on a 2 convois sur une structure, 100 positions pour chaque convoi, il faut savoir que là, au minimum, sans compter les autres cas de charge de la structure, on aura déjà 10 000 combinaisons. Donc si on ajoute les autres cas, on peut grimper très 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 vite et assez haut, quoi. Ensuite, on a une question sur, enfin, il faut voir si tu as un exemple déjà de près à ce sujet-là. Donc, ça serait de montrer à quoi se peuvent servir sur un exemple les cases à coche limite de dalle dans les convois. Après, s'il n'y a pas d'exemple, Démuter mon micro. Limite de dalle, c'est très simple. En fait, quand on sort de là, quand on fait ça, prendre en compte le contour de la dalle et qu'on clique, vous voyez que ça dégrise ce champ objet, il attend un numéro d'objet, on définit et en fait on vient définir un contour. On vient définir un contour. Donc par exemple, bon, je pas une structure à barre, mais sur une structure à barre, on pourrait imaginons que sur mon pont de départ, j'apprends après que mon projet, euh, le convoi, en fait, il parcourt pas tout l'ouvrage, mais il s'arrête, il n'aura pas de possibilité d'aller plus loin que le milieu de la structure. Je peux peut-être même
le faire. On va recharger l'exemple. Hop, je vais me mettre dans un plan. Hop, donc là j'ai pas mon cas qui est créé, donc je vais recréer rapidement mon cas de charge roulante. Tac, tac. Je vais définir ma route, ma polyligne. Hop, tac. Ok. Tac, mon convoi c'est celui-là. Ok, on va le faire comme ça. Dans un premier temps. Attends, là je vois rien. Hop. Tac. Donc je vais sélectionner mon convoi. Je vais afficher le convoi. Ok. Voilà, j'ai mon convoi et on voit que le convoi il parcourt toute la structure. Bien sûr, je lui ai dit ça comme route. Si maintenant je me remets dans ce plan et que je vais éditer mon cas, hop. Donc ici, prendre en compte le contour de la dalle et puis là, je vais lui définir un objet. Je vais faire ça en la porte-pièce, peu importe. Tac, et puis je viens me refermer ici. Appliquer, oui. Voilà. Donc on voit que ça me définit un objet contour dont le numéro est là. Ici, je génère de nouveau mon cas. Je crois que j'ai créé un nouveau cas. Cas roulant. Tac, 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 tac. Appliquer. Fermer. Je vais recalculer. Voilà. Et là, je vais toujours en sectionnant mon convoi. Je vais m'en mettre en 3D. Vous voyez que donc sur la partie où j'ai défini un contour, mes charges, mes positions sont générées. Mais si je vais plus en avant, les charges ne sont pas générées. Voilà. Donc voilà l'intérêt, c'est de limiter un endroit par un objet extérieur, alors que la route reste la même tout du long du modèle. Voilà, c'est tout simple. Alors on a une question aussi relative donc à la possibilité de créer un cas de charge simple à partir d'une enveloppe. Donc ça non, on peut pas convertir une enveloppe à partir et en faire un cas simple. Après ça serait éventuellement possible de faire ce genre de choses via les API de robots, mais en natif dans Robot il n'y a pas ce genre de possibilité. Euh, alors on a une autre question, je suis en train de lire. Donc une personne qui est arrivée a priori en retard, qui pose la question euh, a-t-on soulevé les cas de charge par convoi dont la position peut varier latéralement à l'intérieur d'une voie de calcul, comme c'est le cas dans les codes de pont routier nord-américains? J'imagine que c'est avec les forces donc latérales, perpendiculaires, horizontales dans le convoi, donc qui seraient perpendiculaires à la route ou longitudinalement à la route, j'imagine. Si vous pouvez. Éventuellement, parce que le convoi tel qu'il a été défini, sa géométrie, elle fonctionne, enfin, c'est-à-dire l'emplacement des forces dans la définition du convoi, elle ne bouge pas. Elle est statique et définie. On peut après éventuellement, pour certaines portions de route, si quelque chose change, effectivement rajouter des efforts horizontaux perpendiculaires à la route. Mais
la géométrie, c'est-à-dire l'emplacement x, enfin les valeurs de x et de s, ne changent pas pour le convoi qui a été défini en tout cas. Ouais, donc pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Donc l'enregistrement de cette session, il sera disponible sous peu sous YouTube. Donc on mettra comme d'habitude le lien vers la présentation et, euh, et donc la vidéo de l'enregistrement sur la page dédiée du forum. Et donc en attendant, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter ou. Non, donc simplement merci d'avoir assisté à ce webinaire et donc le prochain webinaire aura lieu le 6 octobre et donc le sujet sera l'application d'un robot du guide du CETRA pour le calcul des passerelles. Pardon. Voilà, merci encore d'avoir suivi ce webinaire et puis à au prochain webinaire sans doute. Au revoir.